Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode de C'est quoi ton job avec votre host Janson Bemba. Émission où nous prenons le temps de découvrir une multitude de métiers à travers la perspective de différents acteurs. Aujourd'hui, nous allons accueillir Kevin Goumou Oguo, analyste d'affaires senior, qui va nous parler de comment est-ce qu'il a découvert le métier d'analyste d'affaires, comment est-ce qu'il s'est formé pour devenir un analyste d'affaires, quelles sont les réalités et tendances du domaine, et nous partager son expertise à travers une analyse plus poussée de l'actualité. Bienvenue et c'est parti. Pour ceux qui le célèbrent, joyeux Noël. Rebonjour à tous. Voici notre très cher Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tu es la personne qui va inaugurer officiellement cette session. Donc, tu es notre premier invité. Parle-nous un peu de toi, très cher Kevin. Pour résumer qui je suis, je ne vais pas m'étaler. Kevin Kumogo, aujourd'hui 27 ans. Je suis né en France. J'ai eu l'occasion de faire pas mal d'études, notamment au début en gestion des entreprises, puis je suis passé en commerce international, puis stratégie internationale. J'ai eu l'occasion aussi de travailler pendant mes études avec un système qui s'appelle l'alternance en France. Et donc, en fait, grâce à ça, j'ai eu l'occasion de travailler pour pas mal d'entreprises. Donc, en France, la SNCF, BNP Paribas, Total Energy. Et puis, par la suite, j'ai pu commencer ma carrière professionnelle après avoir obtenu mon master. Et là, j'ai pu travailler pour une petite entreprise de logistique, puis pour Intermarché. Et puis, je suis venu au Canada. J'ai travaillé chez Rona et enfin chez Eurodib. Moi, j'aimerais prendre un pas vraiment en arrière. Est-ce que tu as toujours su, depuis le lycée, que je veux rentrer dans ce domaine? Pas du tout. Alors là, comme tout le monde au lycée, en fait, j'étais un peu, on va dire, perdu. Ou plus, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, ce n'était pas vraiment une perte, c'était plus, je n'avais pas encore défini ma stratégie, ma vision. Moi, à cette époque-là, je voulais surtout ne pas redoubler. C'était surtout ma mission. Donc, je me suis toujours débrouillé pour pouvoir avoir les notes qui me permettaient de progresser au niveau scolaire, sans avoir vraiment de quête ni de but. Arrivé en première, donc j'avais 16 ans à ce moment-là. Au moment de choisir ma spécialité, on m'a laissé le choix. Donc la directrice de l'école a été très stricte là-dessus. Au départ, je lui disais que je voulais rejoindre le cursus économique. Elle m'a dit, pas de cursus économique pour toi. Par contre, elle m'a dit, tu peux rejoindre le cursus financier ou scientifique. Et je me suis dit, mais quand même, laisse-moi le choix. Mais non, bon. Donc du coup, j'avais le choix entre la science ou la finance, et j'ai choisi la finance. Pourquoi la finance? Parce que c'était un domaine qui m'intéressait un peu plus à ce moment-là. Et surtout, je sentais qu'il me permettait d'allier deux choses que je voulais vraiment, c'est-à-dire tant une culture de la connaissance que j'aime beaucoup, j'aime apprendre, j'aime comprendre, et surtout, essayer de trouver un peu d'argent. ça permettait de faire ça permettait de faire les deux. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai poursuivi cette voie et arrivé à la fin du lycée, donc j'ai fait un baccalauréat, ce qu'on appelait STMG à l'époque, option gestion finance. Et donc j'ai pu faire ce cursus-là, j'ai obtenu mon baccalauréat, puis je suis rentré en études supérieures. Mais du coup, je vois aussi ici que tu as eu à faire un DUT, c'est bien ça? Et le DUT, j'ai eu l'occasion de le faire à l'université, Sorbonne Paris Nord, qui était anciennement Paris 13. Tout change un peu, mais bref, voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire ce cursus à l'université. Et en fait, c'est un cursus assez généraliste. On nous apprend à gérer une entreprise de façon globale. Donc, on a appris la finance, le marketing, la comptabilité, bref, tous les grands aspects des entreprises. Et en fait, en apprenant tout ça, ça nous permet en première année, de nous spécialiser en deuxième année. Donc, moi, j'ai fait gestion des organisations, même si j'aurais pu aussi faire finance, mais c'était l'organisation qui m'intéressait le plus. Pourquoi? Parce que l'option finance orientait vraiment vers les métiers purement financiers. Et en fait, c'est pas exactement la finance qui me passionnait. C'était plus l'entreprise de manière générale. Donc la gestion de l'entreprise de façon globale. Et donc la spécialisation dans le domaine strictement financier, c'était pas exactement ça que je voulais poursuivre. Et d'ailleurs, on le voit bien dans mon cursus aujourd'hui. À l'époque, pendant ce DUT, j'ai eu l'occasion du coup de faire ce cursus-là en alternance. Et à cette époque-là, je travaillais pour la SNCF, donc la grande compagnie de train française. Et dans cette entreprise, je travaillais pour le département financier en tant qu'analyste, contrôleur de gestion. Ok. Donc ça m'a permis aussi d'avoir une vision concrète de ce qu'est la finance. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, j'aime la gestion, j'aime l'analyse, mais pas exactement la comptabilité. Donc, est-ce que tu dirais que c'est vraiment à ce moment que tu as réalisé que, ok, peut-être l'analyse d'affaires, être analyste d'affaires est la suite pour moi? C'est vrai qu'à ce moment-là,
ça m'a donné une vision un peu plus concrète de ce que je voudrais faire et de ce que je ne voudrais pas forcément faire. Ok. Et ce n'est pas forcément un métier qui m'intéressait, c'est plus certains aspects de ce métier qui m'intéressaient. Donc déjà, en tant qu'analyste, ce métier me permet aujourd'hui en fait, de travailler certains aspects que j'aime beaucoup, tant dans ma personnalité que de manière générale, des aspects qu'on nous demande de cultiver. La connexion qu'il peut y avoir en entreprise. Parce que à travers le métier de gestionnaire, d'analyste contrôleur de gestion, ce que je faisais avant, c'est un métier qui est très concentré sur la finance. Donc, on va communiquer avec ses chefs finance, des fois avec certains managers, mais de façon très limitée, et c'est tout. Sauf que, en changeant d'axe d'approche de ma carrière, j'ai eu l'occasion de toucher à d'autres domaines et surtout d'élargir mon champ de compétences. Et c'est surtout ça qui m'a vraiment motivé à quitter le domaine du contrôle de gestion pour vraiment m'intéresser à un domaine plus généraliste qui est l'analyse d'affaires. Mais du coup, je vois un bachelor, je vois un master. Comment cette réflexion te vient de te dire, ok, peut-être ça serait le temps justement d'avoir mon bachelor, peut-être ça serait le temps de faire un master. Pourquoi pas juste rentrer dans le marché et juste continuer encore à développer ses compétences? Bah, elle est intéressante cette question parce que à la fin de mon DUT, donc que j'ai fait en alternance à la SNCF, bon, pour expliquer le contexte, c'était en 2017, c'est-à-dire au milieu de mon alternance, réforme du système ferroviaire français. Donc Ok. tout change, c'est totalement chamboulé, les budgets sont coupés, etc. C'est un grand bazar. Et je quitte l'entreprise à la fin de de mon DUT. Et du coup, je me retrouve à chercher une nouvelle alternance. À cette époque-là, c'était le grand essor de l'alternance. Donc vraiment, tout le monde cherchait à avoir un contrat en alternance parce que c'était enfin l'occasion pour des étudiants de se faire de l'argent tout en gagnant de l'expérience. Le rêve. Le problème, c'est que moi, du coup, cette année-là, je n'ai pas trouvé d'alternance. Donc pendant une année, je me suis retrouvé en dehors du système scolaire alors que toute ma vie, depuis ma naissance, littéralement, j'étais dans ce système scolaire. Pendant cette année-là, j'ai eu l'occasion en fait de développer pas mal de compétences, notamment en travaillant dans plein de boulots à droite à gauche. J'ai été hôte d'accueil, j'ai fait du déménagement, mais j'ai aussi été vendeur. J'ai été vendeur pour une boutique de cachemire, j'ai été vendeur à Galerie Lafayette, Printemps, j'ai travaillé chez Louis Vuitton, bref, j'ai eu l'occasion de faire plein de petites choses. Et ces petites choses-là, à l'époque, je le vivais comme une forme de souffrance parce que je me disais, mince, je n'ai pas accompli mon objectif qui était de poursuivre tout de suite mes études. Mais en fait, après coup, quand j'y pense, je me dis, heureusement que j'ai fait ça. Parce que ça a été un grand renforcement pour ma carrière. Tant pour ma carrière, mais aussi pour moi, de façon personnelle. Parce que les entreprises ensuite se sont intéressées à moi parce qu'ils se sont dit, ah, quand même, le coco, quand même, il bataille un peu. Il n'a pas lâché le steak. Il a quand même continué à travailler, à avancer, à chercher à accomplir ses objectifs. Et puis surtout, on voit que, moi, en tout cas, je le vois chez moi, c'est que tous ces travaux-là m'ont permis aussi de voir de nouveaux aspects du monde du travail. En plus, élargir ma vision des choses et élargir ma culture générale. Et tout ça, ça m'a permis de grandir, de mûrir. Et entre le début de cette année sans alternance et à la fin de cette année sans alternance, j'ai été complètement changé. Après coup, j'ai eu l'occasion de commencer mon bachelor, puis après que j'ai eu l'occasion de faire en travaillant chez Total Energy, Ok. puis BNP Paribas pour mon master. Et franchement, tout ça, ça m'a vraiment permis de grandir. C'était vraiment super intéressant. Maintenant, passons au vrai sujet. C'est quoi un analyste d'affaires? Pour expliquer de manière générale, si on reste de manière très très généraliste, l'analyste d'affaires, ça va être la personne dans l'entreprise qui doit être la passerelle entre les grandes fonctions de la boîte. Donc, entre la direction, la finance, les équipes opérationnelles et les équipes data, notamment données, informatique. Cette personne-là doit être capable de communiquer avec tout le monde et rendre la communication cohérente, efficace et toujours plus utile pour l'entreprise. Si je parle strictement de mon cas à moi, alors moi, je travaille pour une petite entreprise qui s'appelle Eurodi. Bon, petite, une cinquantaine de millions de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est plus ou moins petit, hein, on s'entend. Et en fait, dans cette entreprise-là, mon travail est de fiabiliser la donnée. Tout le monde travaille dans son coin. La direction, la finance, les vendeurs, la logistique, tout le monde fait son travail, mais parfois la communication n'est pas forcément claire, n'est pas forcément bien gérée, n'est pas forcément bien communiquée. Et un échange qu'il y aura entre la finance et la logistique ne sera pas forcément bien interprété par la direction ou par les vendeurs. Je dois être cette courroie de distribution, la personne qui permet à tous de communiquer, de transmettre l'information, de stocker l'information et de la rendre plus en plus rentable avec le temps. Est-ce que tu dirais que
ce type de responsabilité est la même vraiment pour tous les analystes ou bien c'est vraiment spécifiquement dans ton environnement que tu sens que c'est cette réalité? Pour avoir déjà été analyste d'affaires dans pas mal d'entreprises aujourd'hui, hein, j'ai quand même été analyste chez BNP Paribas, Mhm. chez Eurodib, chez Intermarché, mais aussi chez Rona Ok. au Canada. C'est un peu toujours les mêmes aspects qui reviennent. Mhm. C'est être la personne qui permet de comprendre ce qui se passe en entreprise. Parce que souvent, on ne se rend pas compte à quel point une entreprise, c'est comme une fourmilière. On peut être la reine de la fourmilière et se dire, je comprends ce qui se passe de manière globale. Mais de manière fine, vraiment dans la précision, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Le rôle de l'analyste d'affaires, c'est d'interpréter toutes ces petites choses pour faire en sorte que de manière globale, on comprenne ce qui se passe en entreprise. Analyste d'affaires, analyste financier, il y a tellement d'analystes entre guillemets sur le marché. Quelle est la différence? Finalement, bah, si on prend uniquement tes exemples, c'est-à-dire analyse d'affaires, analyse de données, analyse financier, Mhm. analyste de données, c'est un terme généraliste, très généraliste, parce qu'on peut être analyse de données en étant analyse d'affaires, ou analyse financier, ou analyste comptable. Maintenant, c'est surtout la spécialisation dans laquelle on va te mettre. Analyste financier sera vraiment concentré sur les éléments de la finance de l'entreprise, la rentabilité, les ratios, la gestion financière globale de l'entreprise. Ça, c'est vraiment son rayon. Deux analystes, par exemple un analyste d'affaires comme ce que je suis, et un analyste financier pourront communiquer. Mais ils ne pourront pas forcément faire la même chose. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire un peu de finance, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire de la finance d'entreprise intégrée. Donc vraiment intégrer la gestion du bilan, des différents ratios financiers, la communication avec les différents partenaires, etc. Ça, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je n'aurais pas la prétention de le faire. Mais par contre, un analyste de données, comme ce que je suis, ou analyste d'affaires, aura l'occasion de toucher à tous ces petits métiers. Et donc, en fait, c'est exactement, ça reprend encore ce que je venais de dire, c'est qu'un analyste d'affaires doit être capable de communiquer et de comprendre tout le monde pour être utile à l'entreprise. Souvent, c'est un peu la personne qui se trouve en zone grise dans l'entreprise. Cette personne doit être capable de toucher à tout le monde et de parler à tout le monde et de retranscrire l'information à tout le monde de façon cohérente et de façon ciblée. Donc, être généraliste et spécialisé. Est-ce que tu penses que tu fais un bon travail, Bah, j'ai eu l'occasion de discuter avec mon chef hier. Il avait l'air satisfait. Mais du coup, tu considères que tu travailles majoritairement en équipe, tu travailles majoritairement seul? C'est assez particulier parce que bah, dans mon cas strictement personnel, c'est une entreprise de 70 salariés. Donc forcément, nous sommes tous vraiment dans un métier particulier. Donc en fait, je travaille seul, mais conjointement avec tout le monde. Donc ce que je fais tout seul sert tout de suite à tout le monde. Donc par exemple, je travaille beaucoup sur Power BI. Et ce que je fais sur Power BI, ça me sert à moi parce que ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Mais tout de suite, mon rapport, une fois qu'il est partagé, sert à tout le monde. J'ai créé un rapport qui permet de comprendre et d'analyser les ventes jour après jour. Je l'utilise pour moi parce que régulièrement, on me demande de la donner. Mais derrière, les managers l'utilisent, les personnes en logistique, les comptables, les vendeurs, etc. Donc finalement, c'est un travail et solitaire, mais qui doit à tout prix être communautaire. Sinon, il ne sert à rien. Quels sont vraiment les parties prenantes avec qui vraiment tu sens que ce sont eux les personnes avec qui tu travailles, entre guillemets? Aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille très principalement avec la direction générale dans Ok. l'entreprise. Parce que souvent, ce qui se passe en entreprise, surtout quand c'est une entreprise comme la mienne qui a grossi très vite, rapidement, on ne se rend plus compte de la portée de nos tâches. On ne se rend plus compte de l'impact de nos actions. Et surtout, on ne dirige pas une entreprise qui pèse 5 millions de dollars comme une entreprise qui en pèse 50 ou 500 ou 5 milliards. Et en fait, aujourd'hui, mon travail est vraiment de permettre à mes chefs de d'alléger leur esprit, d'alléger leur façon d'interpréter leur vie, leur vision, de manière à ce qu'ils soient capables de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de cet article précis que l'on vend, donc l'article 1 sur 50 000, à l'échelle où moi, je gère l'entreprise de façon stratégique. Vraiment, je travaille très, très principalement avec ma direction générale parce que vraiment, ils ont besoin de ce soutien-là sur la compréhension fine et macro. Sur quel type de mandat est-ce que tu travailles généralement quand tu es en entreprise? Alors, en entreprise, si je prends mon cas d'aujourd'hui, je travaille vraiment sur
tout, vraiment sur à peu près tout. On communique avec moi, par exemple, sur la logistique. On me demande régulièrement, trouve des solutions pour optimiser notre logistique. Parce qu'on a des coûts, on a des résultats, et on sait qu'on a on a de la déperdition entre les deux. De l'argent disparaît, pas disparaît, se fait voler, hein, dans le sens où on dépense de l'argent, mais on sait qu'on n'a pas forcément la rentabilité qu'il nous faut. Ou on a des clients, on a des ventes qui augmentent de manière globale, mais certains sont en baisse. Ou certains volumes baissent, mais le chiffre d'affaires reste le même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que tu nous proposes comme solution? Tout ça, c'est ça en fait les mandats principaux qu'on me donne. C'est vraiment, permets-nous de résoudre les problèmes. Sois là pour résoudre nos problèmes. Donc, j'aide en logistique, j'aide en finance, par exemple, essayer d'améliorer la rentabilité. J'aide dans la direction générale, donc permet à l'entreprise d'être plus optimale. J'aide de manière générale dans la relation client, fait en sorte que nos clients soient plus satisfaits. C'est un terme très général. Sauf que non, en fait, quand on pose une question généraliste comme ça, notre mission, à partir de ce moment-là, c'est de trouver quelle est la source du problème. Creuse, deep, encore, et encore, et encore. Et à un moment, tu trouves la solution. Donc, finalement, notre mandat général en tant qu'analyste, c'est d'identifier les problèmes et d'apporter des solutions. Comment est-ce que tu gères les priorités, finalement? Les priorités, c'est marrant parce que j'ai fait évoluer ma façon de travailler à chaque fois que j'ai eu un nouveau poste. Ok. Parce qu'avec l'expérience, on comprend bien que certaines choses qui sont une priorité pour nous ne le sont pas forcément pour les autres. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'on travaille pour une organisation. Et ce qui compte, c'est les priorités de l'organisation. Il faut être capable d'identifier les problèmes qui auront un impact macro sur l'entreprise, parce que finalement, ce qui compte vraiment, c'est le macro. Le micro est très important de manière globale, parce que finalement, ne pas traiter tous les petits problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, c'est comme ne pas gérer une plaie qu'on se fait sur la main. On peut penser que ça va, mais en fait, peut-être que tu auras le tétanos. Donc fais attention. J'essaie d'identifier, dès lors qu'on me pose une question, dès lors qu'on me pose un problème, à quel point ce problème-là peut devenir un souci sur le long terme et sur le court terme. Et surtout, j'essaie de communiquer un maximum avec mes managers et avec les dirigeants de l'entreprise pour faire en sorte que mes priorités à moi reflètent les priorités de mes chefs qui représentent les priorités de l'entreprise. Est-ce que tu penses que tu peux, du coup, nous donner un exemple vraiment, déjà de journée typique, Mhm. à quoi ressemblent vraiment tes journées typiques quand tu rentres au boulot et quand tu ressors du boulot, et aussi un exemple spécifique, je dirais, de problèmes soit simples, soit plus complexes, qui t'ont vraiment demandé de développer une certaine réflexion et compétence directement sur le terrain. Alors, une journée typique, donc j'arrive le matin, j'ouvre mon PC et tout de suite, je regarde mes mails. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas le premier arrivé à l'entreprise. Je sais qu'il se passe des choses le matin, mais surtout, je sais qu'il se passe des choses le soir quand je suis parti. Puis après, je regarde dans ma fiche de priorité. Donc moi, j'utilise par exemple l'outil planificateur de Microsoft. Donc en fait, j'ai des différentes files de projets dans des grandes catégories de projets. Je leur mets des priorités, des deadlines, je remplis les informations de manière à ce que j'ai toujours... C'est comme si je déportais mon cerveau sur ce fichier-là. De manière à ce que je sois capable de me dire, bon, ça fait 3 jours que je n'ai pas touché à ce sujet-là. Ok, je peux revenir dessus. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce sur quoi je bute et je sais quels sont les objectifs que je me suis définis. Et grâce à ça, ça me permet de suivre ma journée. De manière générale, par la suite, toute la journée, je travaille sur les différents fichiers que j'ai. Régulièrement, j'ai des points avec les différents managers pour pouvoir avancer sur certains sujets, pour faire des points d'avancement ou au moins pour communiquer sur le fait que ton sujet n'avance pas. Mais ne t'inquiète pas, je suis sur le coup. Donc, c'est juste un moyen de calmer la personne, de calmer les tensions. Ouais. Voilà, c'est juste un moyen de calmer les tensions. Donc voilà, globalement, c'est ça ma journée typique. Une journée particulière où il peut y avoir un problème. Alors, souvent, c'est soit parce qu'une règle ou un sujet change. Typiquement, quelque chose qui m'a beaucoup heurté, c'est les douanes aux États-Unis. Très gros sujet. Parce que je suis analyste d'affaires. OK. Et du coup, je suis la personne qui doit définir les prix. Mes prix, je ne les définis pas juste comme ça. Je fais une analyse, je regarde l'impact sur nos ventes, sur nos clients, un historique de vente. On essaie de faire une analyse compétitive. On fait tout ça, en fait. Et donc, dès lors que les tarifs sont arrivés, on s'est retrouvé dans un dilemme totalement fou. La réalité est que nous avons des concurrents. Tout le monde en a. Mais ces concurrents-là sont parfois les reins plus solides que les nôtres. Donc, en fait, ces personnes-là peuvent se permettre de dire
Les tarifs passent de 15 à 45%. D'accord. On n'augmente pas nos prix. Ok, notre rentabilité va tomber à quasiment zéro, mais nos concurrents seront incapables de faire comme nous. Donc en fait, on va les tuer à l'usure. Et le truc, c'est que notre entreprise peut le faire, mais pas à tous les prix. Donc en fait, on choisit nos batailles. Et donc en fait, dès lors qu'on est rentré dans cette bataille de tarifs avec les États-Unis, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait augmenter nos prix pour pouvoir supporter les tarifs, mais pas trop pour rester concurrentiel. Mais en même temps, il faut conserver de la rentabilité. Et aussi, c'est dur de communiquer régulièrement sur des évolutions de prix parce qu'on communique avec nos clients. Un client qui reçoit un prix, un jour c'est $100, le lendemain c'est 140, puis c'est 120, puis c'est 160. Enfin, les clients ne sont pas à la bourse. Ils veulent avoir une vision claire pour pouvoir se projeter à l'avenir. Et donc, toutes ces problématiques-là nous forcent en fait à être capable de communiquer avec tout le monde, d'être une bonne courroie de distribution en entreprise, pour faire en sorte qu'à terme, tout le monde puisse prendre des décisions pertinentes. Ça passe par de l'analyse de données. Donc, j'analyse beaucoup de data, des datas financières, des datas logistiques, des datas de vente, etc. Donc, des datas comptables aussi. Et en fait, passer par l'analyse de toutes ces données-là me permet à moi d'avoir une vision claire de la situation et potentielle de notre situation future, qui permettra ensuite à notre direction, avec moi, de communiquer de façon pertinente avec les différentes parties prenantes que nous avons dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre juste en tant qu'analyste d'affaires? Est-ce qu'il y a un métier juste avant? À quoi ressemble un peu la chronologie pour le domaine d'analyse d'affaires? Analyse d'affaires, ça peut être un poste, c'est comme j'ai pu l'expliquer, c'est un poste assez généraliste. Dépendamment de l'entreprise dans laquelle tu te trouves, ça peut être un poste d'entrée, comme ça peut être un poste très senior. Et en fait, j'ai eu l'occasion, par exemple, de commencer en tant qu'analyste chez BNP Paribas. Donc, j'étais encore étudiant, j'étais en alternance. J'ai travaillé en tant qu'analyste pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'une personne, donc c'était dans le département des ressources humaines. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider, à interpréter leurs données. Et surtout, c'était à l'époque du début du Covid-19. Et donc, ils avaient défini une nouvelle stratégie. La stratégie a été pulvérisée au bout de 6 mois à cause de la maladie. Et donc, du coup, ils ont dû repartir presque à zéro. Et donc, en fait, j'étais là pour être un pion supplémentaire dans leur échiquier pour pouvoir soutenir, rebâtir quelque chose de pertinent pour l'avenir. Et donc, j'ai été là un peu pour les soutenir, mais en même temps, il leur fallait quelqu'un qui soit quand même capable d'interpréter et de comprendre tout ce qui se passe. Donc, à cette époque-là, j'étais totalement junior. Totalement junior. Très peu d'expérience, très peu de connaissances, très peu de compétences. Donc, c'était un poste d'entrée. Maintenant, quand je suis monté petit à petit en niveau, je me suis rendu compte qu'en fait, mon poste, l'intitulé du poste, n'est pas particulièrement important. Ce qui compte réellement, c'est les missions qu'on te donne. Si on te demande d'être analyste d'affaires uniquement pour traiter 3 produits dans l'entreprise, des produits mineurs, et juste pour permettre à l'entreprise d'avoir quelqu'un qui gère ces 3 produits mineurs, ça sera un poste d'entrée. Ou alors, tu peux aussi être analyste d'affaires de manière générale dans l'entreprise et littéralement être un pion stratégique dans l'entreprise. Parce que tu peux être vraiment littéralement la personne qui, si elle fait n'importe quoi, peut coûter des millions à l'entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, ce que je fais dans mon entreprise aujourd'hui est très scruté par tout le monde. Et c'est ce que je souhaite. Je souhaite que mon travail que ce soit possible de l'auditer régulièrement. Pourquoi? Pour éviter que je fasse des erreurs, parce que chacune de mes erreurs peut rapidement coûter $1 million. Et on pourra se poser la question plus tard, mais je ne gagne pas $1 million. Est-ce que tu as déjà coûté $1 million? J'espère que je n'ai pas encore coûté $1 million, mais c'est un vrai sujet, ça. Donc en fait, analyste d'affaires peut être un poste d'entrée, peut être un poste stratégique, voire un poste de direction, littéralement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un directeur d'entreprise, un directeur général ou quelconque, ou un manager, est aussi analyste. Analyste, c'est qu'une fonction, c'est une action. La fonction d'interpréter de la donnée. Tout le monde interprète de la donnée. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais et à quoi tu sers? C'est surtout ça qui va dire, est-ce que tu es junior, est-ce que tu es senior, est-ce que tu es top manager? Quelles sont les caractéristiques, selon toi, bien évidemment, qui font d'une personne un très bon analyste d'affaires? Capacité d'interprétation des choses. Donc en fait, la première chose pour moi, c'est quand je dis la capacité d'interprétation des choses, c'est être capable de se détacher de l'information seule et de la positionner dans un environnement. Donc par exemple, dire il fait froid. D'accord, dans la pièce, il fait froid.
Soit. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il fait froid? Est-ce que c'est parce que les vitres sont du simple vitrage? Est-ce que c'est parce qu'il y a la climatisation? Est-ce que c'est parce que dehors il fait -40? Bref, toutes ces choses-là, il faut comprendre le pourquoi. Cette capacité d'interprétation, c'est très important pour être analyste. Deuxième chose, je dirais une grande curiosité. Il faut être capable de creuser, de chercher, d'approfondir. Vraiment, il faut être ouvert à la nouvelle information, ne pas être rigide, tant dans ses compétences que dans ses connaissances. C'est très important. Une personne ne pourra pas se dire analyste si il se refuse au changement. Vraiment, ça, c'est clairement mort. Il tiendra 2 ans, pas plus. Parce que de toute manière, il sera rapidement dépassé par les évolutions de son métier. Parce que le métier d'analyste évolue beaucoup. Et donc, en fait, il faut être capable de s'adapter et de se réinventer régulièrement. Et aujourd'hui, n'importe quel analyste, qu'il soit junior ou senior, le voit. À la fin de l'année, il fait le constat sur lui-même. Il se dit, bon, au début de l'année, j'étais ça. Aujourd'hui, je suis ça. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir maintenir la route que je poursuis? Bah, des fois oui, des fois non. Si c'est oui, c'est parfait, continue. Si c'est non, il faut que j'évolue. Bah, quelles sont les plus grandes évolutions du coup que toi tu dirais que tu as vues cette année? Euh, dans le marché du travail, la demande en compétences diversifiées. Ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que quand on recherche un analyste, on cherche quelqu'un qui a fait 15 milliards de trucs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, j'ai 27 ans. Et pourtant, quand on regarde mon CV, on commence à voir que j'ai quand même touché à pas mal de métiers. Et c'est ça que recherchent les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait de la finance, de la logistique, du commerce, de la gestion de projet. J'ai été dans le retail, j'ai été dans le transport, j'ai été en finance, j'ai été dans l'énergie. Et tout ça pour une personne qui a même pas 30 ans. Et il arrive quand même qu'on me dise, t'es pas assez diversifié. Et ça, c'est des choses qui peuvent me surprendre, mais visiblement certains le pensent. Et en fait, ce qu'on demande aujourd'hui en fait, à un analyste, c'est d'être capable d'avoir une vision très large, mais une spécialisation. Donc en fait, être capable d'être très spécialisé de façon très macro. Vraiment, tout comme par exemple tout à l'heure, on parlait de l'analyse financier, on lui dit, bah écoute, ouais, il va falloir que tu sois capable de communiquer avec tout le monde en entreprise, mais que tu sois capable de quand même gérer tout l'aspect financier de la boîte. Et même de façon dans les compétences en tant que telles, aujourd'hui, quand je regarde mon scope de compétences, je n'arrête pas de l'élargir parce que moi-même, je m'adapte. Donc, j'ai commencé tout simplement au début, je savais gérer Excel, donc voilà, j'avais un niveau avancé en Excel. Aujourd'hui, j'ai un très 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 bon niveau en Excel parce que je fais vraiment beaucoup d'Excel. Mais je pousse le sujet plus loin, je fais du Power BI, j'utilise tout l'environnement Fabric de Microsoft. Je commence à faire de la data, je fais un peu de cloud, je fais un peu de codage, je fais de l'automatisation, et tout ça. Et en fait, toutes ces petites compétences qui se rajoutent petit à petit, ce sont des scopes qu'un analyste sera contraint de passer. Pas forcément les compétences que j'ai, mais en tout cas, cette largesse de compétences, il est obligé de les avoir. Quel est le premier conseil que tu donnes à un jeune qui veut rentrer dans ce domaine? Cultive-toi. Ok. Cultive-toi. Cultive-toi de manière générale, pour ta culture générale, et cultive-toi pour ton métier. Donc, dans ton métier, informe-toi sur les choses que tu souhaiterais faire, que tu souhaiterais approfondir. Si, par exemple, tu souhaites devenir analyste, en fait, si, par exemple, tu souhaites travailler dans le monde de l'énergie, cultive-toi sur le monde de l'énergie. Apprends le monde de l'énergie. Comme tu l'as dit, beaucoup de curiosité. Exactement. Ouais. Creuse, cherche, recherche même les techniques et les technologies qu'on exploite dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'analyse, dans le domaine de l'énergie. Toutes ces choses-là, c'est ça qui va te rendre différent, qui va te rendre meilleur. Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le monde du travail, c'est un monde dur, c'est la guerre. Et pour gagner la guerre, il faut être en avance sur ton adversaire. Et pour être en avance sur ton adversaire, il te faut de la donnée, il te faut de l'information, il te faut de l'adaptation. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important pour tout le monde, et notamment pour les plus jeunes. Travaillez, cultivez-vous, informez-vous, progressez. Et surtout, ne vous freinez pas. Ne pensez pas qu'une compétence est trop loin de vous pour vous dire qu'elle est atteignable. Allez-y, lance-toi, c'est pas grave. On travaille, avance, progresse. Et tu finiras par y arriver. Point positif, négatif, un peu quelques mythes, réalités de ton emploi que tu vois où tu te dis c'est quand même assez important que tout le monde soit au courant finalement sur le métier d'analyste. Premièrement, un stéréotype qu'il y a sur ce métier, c'est que tout le monde pense qu'un analyste, un analyste d'affaires, c'est un comptable. On n'est pas comptable. Ok. Ok, simple. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que régulièrement, quand je parle de mon métier, on finit toujours par l'associer à la finance. Parce qu'on parle de chiffres et de données. Sauf que dans une entreprise, il n'y a pas que le comptable ou l'analyste financier qui regarde des chiffres.
il y a nous aussi. On est là. En fait, aujourd'hui, je serais incapable de faire la gestion comptable d'une entreprise. Parce que c'est un travail, c'est un métier particulier. Et j'espère que tu auras l'occasion d'interviewer des comptables pour qu'ils te le disent. Parce que un comptable, c'est un métier, c'est quelque chose, c'est un domaine en particulier. Analyste, c'est autre chose. Un analyste, vraiment, il va regarder la donnée de façon macro, de façon générale. Et pas forcément de façon très précise à la comptabilité. De type, bon, je vulgarise, hein, mais nous avons dépensé 20 € pour acheter tel boulon et donc ça aura tel impact sur le grand livre de compte. Non, moi je ne fais pas ça. Par contre, de manière générale, je vais me dire, 1 million de dépenses cette année. L'année dernière, on était à 900. Mais nos ventes ont augmenté de 25%. Est-ce que c'est corrélé? On a augmenté aussi de 3% notre nombre de salariés. Mais en même temps, les tarifs douaniers ont baissé de 5%. Et aussi, j'ai remarqué que le climat s'est détérioré. Et nous sommes dans le monde de, je ne sais pas, des glaces. Et donc, en fait, on voit bien que ça a eu un impact sur nos chiffres. Quel est l'impact et quelles sont les bonnes actions à prendre pour que notre entreprise continue de prospérer? Vous voyez ce genre de questions complexes? C'est ça le but de l'analyste. Et donc, en fait, souvent, il y a ce cliché qu'on serait juste des financiers parce qu'on parle de chiffres, donc ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est important, c'est d'être capable de comprendre de la finance. Parce qu'il faut quand même... Tu l'utilises, oui. Finalement, je l'utilise. Je ne suis pas financier, mais je dois être capable de les comprendre. Pas forcément dans les termes les plus précis, mais il faut que je sois capable quand même de comprendre, de définir globalement les termes financiers, de comprendre l'orientation financière d'une entreprise et d'être capable de mettre la finance dans l'activité globale de l'entreprise, commerciale, logistique, managériale, service client, etc. Bon, parlons peu, parlons vrai. Salaire. Au niveau du salaire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Finalement, on parlait tout à l'heure du million. Bon, on s'entend bien, tu l'as dit, vous n'êtes pas millionnaire. Mais à quoi on doit s'attendre niveau salaire en tant qu'analyste? Alors forcément, je ne peux pas dire mon Ouais, salaire. ok. Mais si on devait donner une bonne fourchette, je dirais que, bon, en dollars canadiens, un salaire d'entrée, pour quelqu'un qui a quelques petites compétences, on pourrait commencer à partir dans les 70. Dans les 70 000, 70, 80 000. Quelqu'un Poste qui... d'entrée? Ouais, C'est intéressant. Ok, ouais, dans les continue. ouais, 65, 60, Ok. 65, 75 000. Ok, c'est largement au-delà de la moyenne. Et la Ouais, moyenne bah au après c'est Canada. par contre un analyste qui a des skills à vendre. Ouais, bien sûr, Pas parce juste que... une personne qui sait gérer des tableaux Excel Donc, ou qui sait faire des tableaux croisés dynamiques. ok. J'entends quelqu'un qui est capable de croiser de la data, vraiment, de croiser de la data pertinente. Après, quand on monte au niveau senior, je dirais qu'aujourd'hui, tous les analystes que je connais, qui ne sont pas dans le top management, hein, forcément, sont entre 80 et 120 000. Ok. Maintenant, j'ai connaissance de certaines personnes qui montent jusqu'à des 200 000, sans être dans le top management. Est-ce qu'il y a un point que tu as remarqué où tu te dis, OK, je peux en parler aujourd'hui avec tout le monde et l'expliquer à travers mon expertise? TikTok, donc le réseau social, est un réseau social qui a été racheté à l'époque, qui était Musical.ly, s'est fait racheter par un groupe chinois, ByteDance. Et ce groupe chinois, du coup, subit des pressions des États-Unis pour qu'ils puissent racheter la branche TikTok États-Unis. On peut se dire, mais c'est quand même bizarre. Ils ne veulent pas racheter TikTok global, uniquement avec TikTok États-Unis? Mais pourquoi? Et ça peut être un sujet. Et typiquement, quelles sont les raisons? Bon, je vais la faire en très, très résumé. Je te donne la plateforme pour que tu nous donnes les raisons. Des raisons de contrôle de la donnée Ok. et surtout d'impact, de l'influence sur la population. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est un outil totalement hors norme. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais fait face à un truc pareil. Ok. Peut-être quelque chose qui aurait eu autant d'impact, mais sur la plus longue durée, je dirais peut-être les religions. Ok. Oh, Pourquoi ok. est-ce que je fais la jonction entre les religions et les réseaux sociaux? C'est parce que ça crée un domaine de croyance, un domaine de connaissance. Les personnes reposent leur vision du monde sur cette chose-là. Les personnes reposent, à l'époque, encore aujourd'hui, reposaient leur vision du monde sur leurs croyances religieuses. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on prend une personne lambda dans la rue, elle va reposer sa vision sur ce qu'elle a pu voir sur les réseaux sociaux, sur son feed, sur ce qu'on a pu lui servir comme information, l'ordre dans lequel on lui a donné, et l'intensité, la structure, les mots employés, la vidéo, la photo associée.
Tout ça, en fait, ça va créer un scope de vision de la personne. Et maîtriser ce scope-là, c'est primordial. Parce que si tu perds le contrôle de ce scope-là, tu perds le contrôle sur ta population. On peut littéralement fomenter un coup d'État dans ton pays sans que tu le maîtrises et tu comprennes pourquoi. Parce qu'on aura on aura poussé ta population à penser que le gouvernement est mauvais, que le pays marche mal, et qu'en fait, il y a un opposant qui est super bien, et donc en fait, il faut le pousser lui. Et tout ça peut se passer en dehors de ton contrôle, uniquement parce que tu ne contrôles pas l'algorithme de ces réseaux sociaux. Les États-Unis ont une vision très claire de tout ça, notamment parce que quasiment tous les réseaux sociaux du monde qui sont majeurs en dehors de la Chine sont états-uniens. On peut prendre Facebook, Instagram, Twitter. Tout ça, en fait, sont des réseaux sociaux qui ont été créés aux États-Unis, qui sont maîtrisés par les États-Unis. Ils ont un contrôle direct de tout ça, notamment avec tous leurs droits internes, qui fait qu'ils peuvent avoir une communication directe avec ces entreprises-là et maîtriser ce qui se passe dessus. TikTok était un souci, parce que TikTok est un réseau social donc, créé en Chine. Enfin, il n'a pas été créé en Chine, mais en tout cas, il a été racheté par une entreprise chinoise. Et le problème, c'est que du coup, son management est chinois. Et donc, du coup, ils ont la capacité de changer l'algorithme, de maîtriser l'algorithme, de façon à ce que ça puisse aller un peu plus dans le sens de certains intérêts qui ne sont pas ceux de personnes aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils se sont dit, stop, c'est une trop grande menace, surtout avec la prospérité de ce réseau social qui littéralement prend le pas sur tout le reste. Et donc, ils se sont dit, stop, on met un coup d'arrêt net. On veut prendre le contrôle de TikTok aux États-Unis. Donc, leur méthode, quelle a été? Ça a été de faire en sorte que des entreprises états-uniennes rentrent dans le capital de TikTok, prennent une part suffisamment grande dans TikTok pour pouvoir avoir du pouvoir décisionnel. De manière à ce que, même si des entités ou des pays autres cherchent à avoir un impact sur ce réseau social, notamment aux États-Unis, parce qu'on parle de TikTok USA, eh ben dans ce cas-là, ils soient capables de maîtriser la situation et de reprendre le contrôle sur ce réseau social. En vérité, le rachat de TikTok, c'est plus de la politique interne US que de la politique internationale. Okay. Leur vraie crainte, c'est surtout de perdre le contrôle sur un élément stratégique de leur pays. Et est-ce que je peux leur en vouloir? C'est cynique, mais ça marche. L'intelligence artificielle. Clairement, toi, ta position, ce n'est pas une menace, mais plus une opportunité qu'on devrait savoir utiliser pour pouvoir justement augmenter notre productivité. Comment est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour augmenter ta productivité? Qu'est-ce que je fais moi pour m'améliorer grâce à l'intelligence artificielle? Premièrement, j'utilise l'intelligence artificielle pour augmenter mes skills. Donc en fait, par exemple, dans mon travail, je vais parfois devoir développer des nouveaux outils, des petits outils. Et là, l'IA va m'aider à travailler plus vite, à travailler plus efficacement. Parfois, j'aurai une idée qui va me faire passer du point A pour atteindre le point Z. Je vais passer par toutes les lettres de l'alphabet. Alors que l'IA va me faire passer du point A au point K et du point K au point Z. Et grâce à ça, je serai plus efficace, plus efficient. Et surtout, ça me permet de découvrir une nouvelle façon de penser. Donc ça peut être très, très utile. Deuxièmement, ça peut être aussi un gros support de manière générale. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que je l'utilise. J'utilise différents IA en fonction du sujet. Des fois, j'utilise des outils Microsoft, donc Copilot. Des fois, j'utilise Gemini parce que Gemini est objectivement bon. ChatGPT aussi, des fois Claude, etc. Dépendamment du sujet, j'utilise une IA différente. Et tout ça, ça me permet juste d'augmenter, d'améliorer mes skills. Et donc, ça me permet en plus de découvrir de nouvelles compétences. À quel point est important la formation scolaire dans ton domaine, finalement? Je pense que ça reste toujours important, malgré l'émergence notamment des intelligences artificielles, parce que le passage dans les écoles et dans les formations auront pour avantage de nous apprendre à réfléchir de façon particulière. Il y a, en tout cas, c'est très compliqué d'avoir une introspection sur soi, sur comment j'étais hier et comment je suis aujourd'hui. Okay. Mais il faut quand même faire ce travail-là, essayer de comprendre comment on réfléchissait avant de passer à l'école et comment on a été après l'école. Parce que ce qui compte réellement, c'est notre façon de vivre l'idée, de comprendre l'idée, d'interpréter l'idée et d'en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Et passer par l'école nous donne comme un template de façon de penser. Ce template-là est utile dans certains cadres, mais il est surtout utile comme base de réflexion. C'est comme apprendre l'architecture, la logique de l'architecture. Donc,
tel matériau aura telle résistance, sera utile dans tel contexte, etc. Je vais t'apprendre à dessiner une maison carrée avec une cheminée et un peu de fumée. D'accord. OK. Maintenant, quand tu dois construire une vraie maison, tu ne vas pas construire cette maison carrée avec une petite cheminée. Non. Mais par contre, tu vas retenir l'idée que, OK, ce matériau aura telle résistance, il faut que je prenne en compte tel ratio pour pouvoir résister à telle chose, etc. Et en fait, c'est tout ce cheminement de pensée-là que l'école doit t'apprendre. Et que l'école t'apprend. Et c'est ce cheminement de pensée qui est utile pour devenir un bon analyste d'affaires. Mais du coup, je reviens encore rapidement sur ce point. Avec les formations en ligne, pourquoi aller à l'école si encore nécessaire? En fait, en vérité, dépendamment de la personne, ça peut être plus utile de faire la formation en ligne. Ok. Parce que je me souviens, en tout cas à l'époque où j'étais encore en études, je voyais bien que certaines personnes ne travaillaient pas en cours et juste étaient présentes pendant le money time, c'est-à-dire l'épreuve. Ok. C'est tout. Mais sinon, le reste de l'année, bossaient quasiment pas et uniquement rendaient les travaux qui étaient notés. Et je peux les comprendre. Parce que, comme je l'ai dit au début, je n'étais pas non plus la personne la plus assidue à l'école. Je suivais, je ne faisais pas le bazar, j'étais toujours là au cours, mais je n'étais pas la personne la plus concentrée en cours. Par contre, ce que je pense, c'est que ce qui compte, c'est à la fin, qu'est-ce que la personne retire de ce moment-là. Elle peut être là pour faire du présentiel. Elle peut être là pour rendre des super contrôles. Mais par contre, ce qui compte derrière, c'est comment sa façon de réfléchir a évolué. C'est très important ça. Parce que finalement, l'école sert à donner quelques petites informations, mais aujourd'hui, avec l'émergence des IA, on peut se dire, mais tout le monde a accès à l'information. Et c'est vrai. Surtout avec Internet à l'époque et les IA aujourd'hui. Mais en fait, prendre toutes ces données-là, si tu réfléchis mal, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, si tu as la réflexion, pas de données, tu ne sers à rien non plus. Donc, finalement, l'école doit te servir à avoir et la réflexion et la donnée. Puis, les nouvelles données actualisées, tu les auras une fois que tu seras sur le marché. Donc, l'école est quand même un élément, l'école en tant que telle, l'école de manière générale, donc les formations, etc., sont quand même utiles parce que ça te permet d'apprendre à comprendre. Apprendre à comprendre, ça te permet à apprendre à mieux interpréter. Si tu es un mauvais interprétateur, tu ne sers à rien. Si tu devais recommencer tout à zéro avec la connaissance que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Partons du lycée. Si je devais repartir à zéro, bon, déjà, si je devais repartir dans le passé, j'investirais dans le Bitcoin. Mais Ok. bref. Mais bref, non. Si je devais repartir depuis le lycée, je... Bon, avec mes connaissances d'aujourd'hui, je me spécialiserai un peu plus vite dans mon domaine d'activité et j'apprendrai tout de suite des compétences techniques et utiles tout de suite sur le marché. Dès lors que vous identifiez des champs de compétences qui ne vous repoussent pas, Ok. cherchez à trouver des éléments de spécialisation. Donc vraiment de façon générale en Oui, fait. oui, Ok, oui. parfait. Si par exemple c'est la médecine qui vous intéresse, cultivez-vous là-dessus. Commencez maintenant. Ne perdez pas de temps. Commencez dès maintenant. Si c'est l'informatique qui globalement vous intéresse ou l'ingénierie, commencez maintenant. Ne perdez pas de temps et en fait testez, frottez-vous à la réalité. C'est en se frottant à la réalité qu'on apprend. L'école, c'est super. Je l'ai dit tout à l'heure, les formations, c'est super pour apprendre à penser, pour apprendre à comprendre. Mais pour apprendre à faire, il faut faire. Et pour faire, il faut se lancer. Il faut y aller. Et donc, si je devais repartir à l'époque de mes 16 ans, en fait, je ne m'empêcherais pas de tester des choses. À l'époque, j'étais très centré sur moi-même. J'aimais bien sortir avec mes amis, jouer aux jeux vidéo, traîner parfois dehors. D'accord. Mais en vérité, ce qui aurait pu être vraiment un game changer pour moi, c'est de tester les compétences qui m'intéressent même un tout petit peu. J'aimais la robotique. J'aime toujours la robotique. À l'époque, j'aurais dû tester la création d'un robot. L'informatique ne me dérangeait pas. C'était un sujet que je ne comprenais pas trop, mais qui ne me dérangeait pas. Bah, j'aurais dû me dire, bon, quel est le sujet en informatique que je pourrais tenter d'approfondir ou quel programme je pourrais tenter de coder pour essayer de me tester et voir si ça me plaît vraiment. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut tester. En fait, tant qu'on est jeune, tant qu'on a le temps, tant qu'on a la possibilité, tente, essaye. Donc en soi, pour toi, il n'y a pas vraiment, je te dirais, un cheminement spécifique, mais c'est surtout de développer cette curiosité. Dès qu'il y a un point ou même une question que tu te poses qui n'est pas forcément repoussante, entre guillemets, c'est automatiquement rentrer sur le terrain, se poser le défi et finalement essayer de trouver les solutions, que l'on réussisse ou pas, afin de vraiment comprendre finalement l'environnement et développer cette capacité finalement de réflexion par rapport à 10 sujets. Ok, très intéressant. Kevin, merci beaucoup.
d'avoir accepté l'invitation. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à approcher Kevin. Je vais mettre toutes ces informations dans la bio. Donc, il est très ouvert, il est très gentil, j'espère. Bon, il ne mord pas, selon les Pas encore, informations, pas pas encore. encore. Mais, mais j'espère que vous pourrez lui poser toutes les questions et on espère que vous avez pu avoir certaines réponses pour faciliter votre cheminement tout au long de votre développement en tant qu'analyste d'affaires.